Francis, bonjour. Bonjour Joanne. On se connaît comme psychologue clinicien. Tu as fait paraître un certain nombre d'articles. Tu as participé également à des vidéos sur la Covid, à propos de la Covid. Tes propos ont pu être interprétés comme excessifs ou inadéquats par certains. Est-ce que aujourd'hui, vu le développement de la pandémie, son traitement, tu aurais ton analyse à nous donner aujourd'hui? Et puis, en quelques mots, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton parcours et ton engagement? Alors, tu formules beaucoup de choses là dans ta question, oui. Est-ce qu'il y a eu un peu de polémique ou quelques critiques eu égard aux articles, oui, aux vidéos? Oui, il y en a eu, bien entendu, mais je ne suis pas seul. Voilà, j'ai pas été la seule cible de ceux qui ont remis en question la parole donnée par la télévision. Mais je veux bien, pour consolation, dire que les propos que je tiens depuis le mois de mars se sont avérés et s'avèrent même de plus en plus exacts au fur et à mesure que le temps passe maintenant. Voilà, donc non, je ne les remets pas du tout en question. Je veux bien les expliciter. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous raconter un petit peu ton parcours qui te permet aujourd'hui, en fait, de tenir les propos que tu tiens? Ah oui, oui, bien sûr. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas biologiste non plus, bien que j'ai une formation en biologie. En fait, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait des études de philosophie avec une licence à la clé. Ensuite, je suis psychologue clinicien avec une spécialité en clinique interculturelle. Ça, c'est mon activité. Et puis, j'ai une formation également en biologie, en accompagnement psychobiologique des malades, un décryptage psychobiologique des maladies. Une formation également en PNL, enfin voilà, et d'autres, voilà, et des divers travaux de recherche et d'études. Donc oui, c'est un parcours un peu différencié, mais c'est ce qui me permet aussi d'avoir une vision plurielle de ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux Je sais pas, moi. avancer? Je sais pas, je sais pas comment on va lancer là, moi, je ne sais pas, quand on sera obligé de couper. Donc, aujourd'hui, où en est-on aujourd'hui, justement, par rapport au traitement de la pandémie, par rapport à toutes les informations contradictoires qu'on reçoit en tant que citoyen lambda et pas forcément avec la faculté d'analyse qu'une personne comme toi, avec ton parcours, peut avoir? Je veux dire, on est un peu troublé, on se pose quantité de questions sur le traitement de cette pandémie. Oui, je comprends. Des traitements, il n'y en a pas. Hein. Il n'y a pas de traitement. En tout cas, c'est ce que dit la voix officielle hein, et la haute autorité de santé. Il n'y a pas de traitement. Et pourtant. Et parce que s'il y avait des traitements, on les aurait utilisés. On aurait utilisé l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, l'ivermectine, le zinc peut-être, la vitamine D, peut-être, voilà, ça ce sont des traitements précoces. Si ces traitements avaient été appliqués, peut-être qu'il n'y aurait pas eu du tout de pandémie. Donc, bien entendu, tu parlais des traitements hein, dans la première partie de la question, et donc je suis bien obligé de répondre par la négative, hein, parce qu'il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas reconnus et recommandés par
nos politiques et par les gouvernements. Bien que dans certains pays, ces traitements aient été utilisés avec succès. Ça, on nous dit il n'y a pas de traitement. Là, tu es en train de nous dire si, il y en a des traitements. Bien sûr qu'il en Alors, existe. pourquoi ne sont-ils pas utilisés quand on a affaire à une maladie? Ben, on se soigne. Là, on nous dit, en gros, moi, ce que je comprends devant mon poste de télévision, c'est si je suis testé positif, il faut que je reste chez moi. Moi, je me dis, bah, au risque de contaminer mes proches, mais à aucun moment on me dit, comme quand j'ai le rhume, mets-toi des gouttes dans le nez, on me dit, te soigne pas. C'est étrange. Oui, oui. Oui, c'est étrange, oui, parce que c'est la première chose qu'on devrait faire. Déjà, quand on consulte, en général, c'est parce qu'on présente des symptômes. Donc, quand on présente des symptômes, on va consulter son médecin, généralement son médecin traitant, qui lui vous accompagne et donne les soins appropriés à l'identification des symptômes. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Mais à partir du moment où on déclare une pandémie par un virus dont on prétend qu'on ne sait rien, alors que si, on ne sait rien, mais on lui donne un nom, on l'appelle SARS-CoV-2, mais on ne sait rien. Et donc, à partir du moment où où on tient des propos d'ignorance par rapport à la maladie, on ne peut pas en même temps recommander des traitements. Il faut qu'il y ait un minimum dans ce prêche de l'ignorance et dans cette revendication de l'ignorance, une cohérence qui ne préconise pas les traitements. Ça veut dire que pour préconiser des traitements précoces, voire préventifs, il faut être d'accord sur le fait qu'on a affaire à un coronavirus, lequel est un virus qui affecte les voies respiratoires, ou en tout cas qui intervient dans les voies respiratoires, et que pour ça, on a une multitude de remèdes qui permettent de pallier les symptômes qui apparaissent. Donc déjà, ça laisse penser qu'il y a peut-être un acte volontaire derrière cette ignorance affichée de ce virus dont on prétend qu'on ne sait rien. C'est-à-dire qu'on en sait en fait suffisamment pour pouvoir en traiter les symptômes, mais c'est mieux peut-être de dire qu'on n'en sait rien, parce que ça permet peut-être aussi de mettre en place une autre politique que celle du traitement qui est somme toute la plus logique lorsqu'il y a une infection ou une maladie, quelle qu'elle soit. Alors, on en rajoute en plus une couche, si je puis dire comme ça vulgairement, de panique, de peur généralisée qui se répand sur la population et encore plus du fait du côté planétaire de cette pandémie. Oui. On a peur, on ne comprend pas, on ne sait pas. C'est curieux, hein. Ce qui est planétaire, là, c'est curieux quand même, planétaire. C'est vrai que si l'épidémie qui s'est déclenchée donc en Chine s'était passée au XIVe siècle ou au XVe siècle, le temps que les voyageurs venant de Chine par les caravanes arrivent en Europe pour annoncer qu'il y avait une épidémie en Chine, l'épidémie en Chine était terminée. Et donc, et puis le virus n'aurait pas survécu pendant les 3-4 mois de caravane. Donc il n'y aurait jamais eu de pandémie. Donc on peut supposer que, de par la rapidité, l'accélération du temps, l'accélération de notre temporalité, la rapidité des transports, que ça a véhiculé le virus de Chine et qu'il est allé ensuite se balader dans tous les pays du monde. Si on est d'accord avec le fait qu'un virus peut quitter la Chine, voyager en avion et se retrouver dans un organisme humain en France, en Italie ou en Allemagne, ce qui est fortement improbable et en tout cas jamais prouvé, jamais démontré, qu'un virus puisse survivre en l'état et s'implanter ensuite dans un organisme à 10 000 km de là. Par contre, ce qui est sûr, et ce qui circule très rapidement, c'est l'information. Il y a notamment une information qui a circulé très très vite, donc à la vitesse des médias d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire à l'instant T, c'est l'information pandémie mondiale, qui elle jette ipso facto
tous les corps soignants de la planète, les premiers hein, en priorité, bien entendu, dans une sorte de panique, de peur en tout cas, qui va devenir assez vite une panique générale, parce que quand on annonce une pandémie à un médecin ou à un soignant, quel qu'il soit, il s'attend à avoir énormément de travail et à se trouver à une situation critique. Voilà. Voilà. Et ensuite, cette information, elle circule à tout aussi grande vitesse dans le grand public, relayée, alors, comme par hasard, mais je ne crois pas trop au hasard, par tous les pouvoirs politiques, la plupart des pouvoirs politiques des gouvernements dans tous les pays, par des autorités de santé dont on ne sait pas trop d'où elles sortent, et donc assure effectivement une panique mondiale, une peur mondiale, un stress mondial, un conflit psychique mondial énorme. Ouais. On a noté en France une augmentation des instances sanitaires, j'en ai pas la liste en tête, mais il y en a beaucoup, mais tout ça a contribué à nous annoncer quand même, à renforcer le sentiment de peur, de panique, parce que tous les jours, on nous envoie à la figure, on nous jette à la figure les cas, ce qu'on appelle les cas, on nous trop dire ce que c'était, et puis des morts, un nombre de morts. On ne meurt plus que de la Covid aujourd'hui. Je suis pas médecin, je suis pas spécialiste, mais je suis quand même surpris. Et l'autre jour d'ailleurs, avec ma voiture, j'ai failli me covider contre un catarrhe. Oui, c'est devenu un langage un peu outrancier. Une boutade un peu tragique. Parce que on serait tenté de dire qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, quoi. Je ne sais pas, moi, ce qui se cache derrière tout ça. Ce que je sais, c'est que, voilà, comme je te l'ai dit précédemment, l'information, ça circule beaucoup. Ça circule très vite. L'information est une arme redoutable. La peur est également quelque chose de redoutable qui se répand à la même vitesse que l'information. Que la peur est génératrice de dégradation sur le plan des organismes. La peur, les stress sont à l'origine de dégradation. On ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, on devrait avoir l'intelligence de cesser de dissocier ce qui se passe dans la psyché et ce qui se passe dans le corps, dans l'organisme, dans la biologie. Ce sont deux choses qui constituent un être humain. Un être humain, c'est avant tout un être psychique. C'est aussi un être biologique, mais c'est avant tout un être psychique. C'est ce qui le différencie d'un animal. Donc si un être humain est impacté sur le plan psychique, s'il est en souffrance psychique, ça implique très vite, très rapidement et presque simultanément une dégradation au niveau de son organisme. Ça veut dire que en diffusant ce climat anxiogène de peur, ce climat mortifère dans une grande partie de la population, fragile, vulnérable, psychiquement, on les rend malades. C'est ça, parce que tu dis il y a une circulation de l'information, mais pas n'importe quelle information. Ça veut dire que c'est pas, je sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est pas une information qui nous informe, je veux dire basiquement, c'est une information, on a l'impression qu'elle nous trompe, enfin du moins, on peut être suspicieux, parce que c'est des informations contradictoires, de toute évidence, il y a une incohérence, enfin je veux dire, le concitoyen moyen, on prend toujours cet exemple, bien que nous soyons des ruraux, mais on considère que d'être à Paris dans le métro pour aller travailler, grosso modo, il n'y a pas de problème. Mais par contre, à 6 heures du soir, il faut rentrer, il y a le couvre-feu, alors que là, le virus serait... rien que cette information-là est difficile à accepter comme ça à votre dos, quoi. Je veux dire. Oui, là, c'est un autre thème. Là c'est plus particulièrement le thème de la soi-disant gestion politique de la crise sanitaire. Mais là, dans tous les mots que je viens de dire, gestion, crise, sanitaire, il y a déjà on pourrait presque entrevoir 3 tromperies et 3 mensonges. 3 mots, parce que gestion, il n'y a pas de gestion. Enfin, moi, j'appelle pas ça une gestion, j'appelle ça plutôt une stratégie. J'allais dire improvisation, non. Alors, si c'est une improvisation, ça veut dire que
nous sommes victimes de deux choses l'une. Ou nous sommes les victimes d'une ignorance, dans ce cas la haute autorité de santé qui sert de conseil est donc constituée d'ignorants, donc victime d'ignorance, soit, si c'est pas une ignorance, c'est une intention. C'est ou l'un ou l'autre. On sort médical dans ce cas-là. Oui, et là, dans ce cas-là, on n'est plus dans une gestion donc d'une crise sanitaire, c'est-à-dire crise sanitaire, il n'y a pas, donc il n'y a pas gestion, il n'y a pas crise, il n'y a pas sanitaire non plus, il y a peut-être, là ce qu'on voit aujourd'hui, ce que nous vivons au quotidien aujourd'hui, ce n'est pas une pandémie virale, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une coercition exercée sur une population en limitant drastiquement l'exercice de ses libertés sous le prétexte d'un ennemi viral. C'est pas du tout la même façon de voir les choses. Donc moi je ne veux pas dire que les virus n'existent pas, je ne suis pas en train de dire ça. Et heureusement qu'ils existent d'ailleurs, parce que si les virus n'existaient pas, on ne serait pas là en train de parler. La vie n'existerait pas. La vie n'existerait pas. Donc on leur doit bien ça. Donc bien sûr qu'ils existent. Mais le rôle qu'ils jouent dans une maladie est encore flou. Voilà, ce n'est pas parce qu'on observe un virus ARN, l'ARN d'un virus ARN pénétrer dans le noyau d'une cellule ou dans le corps d'une cellule que le virus a forcé la porte. Hein? C'est-à-dire si je vois une personne entrer dans une maison, je peux imaginer qu'il force l'entrée de la maison, ou simplement qu'il a frappé et qu'il a donné ses motifs et qu'à l'intérieur on lui a dit entrer. Donc le microscope électronique ne me dit pas si le virus entre dans la cellule parce qu'il y a invité ou s'il force le passage. Mais dans notre médecine de guerre, parce que nous sommes dans une médecine de guerre, on présuppose que c'est le virus qui force le passage. Et donc il a envahi la cellule et qu'il oblige, arme au poing, la cellule à le répliquer, à répliquer son ARN. Ça c'est une vision anthropocentrique et extrêmement guerrière de ce qui se passe véritablement dans la nature. C'est de l'interprétation. Là, c'est pas du fait, c'est de l'interprétation. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est le résultat d'une multitude d'interprétations erronées qui, elles-mêmes, ces interprétations, sont instrumentalisées pour un objectif qui ne me paraît pas très honnête, pour tout dire. C'est le langage guerrier de notre gouvernement, presque dès le début de la pandémie. Oui, nous sommes en guerre. C'est un langage et... Voilà. Ce qu'il a oublié de préciser quand même, c'est en guerre contre quoi et contre qui. Comme si le virus avait une intention belliqueuse, quoi. C'est exactement ça. Ce qui n'est pas possible. Ouais. C'est naturellement pas concevable. C'est pas concevable. Voilà, c'est pas des organismes qui ont contribué, le virus, les bactéries, et je me souviens plus du troisième élément, qui ont créé la vie, qui vont aujourd'hui, même au XXIe siècle, où pas mal de choses sont bousculées. Ça n'a pas empêché des médecins et des chercheurs de dire que ce virus était pervers. Donc, oui, que c'est le méchant virus. J'ai entendu de la bouche de praticiens de santé dire le méchant virus. Donc déjà, attribuer on va dire, un micro-organisme qui n'est même pas, on n'est pas sûr que ce soit vraiment un être vivant, c'est simplement un code enveloppé d'un assemblage de protéines, de l'assemblage protéinique. Voilà. Donc on ne sait pas si c'est un organisme vraiment vivant ou pas, mais en plus de doter, en supposant même que ce soit un organisme vivant, d'une intention aussi anthropocentrique que la perversité et la méchanceté, est-ce que c'est vraiment scientifique? C'est là la question que je pose. Est-ce qu'on est vraiment dans la science? Autant que je me souvienne, il y a quelques jours, le professeur Raoult disait il n'y a pas de science. Dans une des dernières entretiens ou interviews, il a déclaré, à plusieurs reprises d'ailleurs, il n'y a pas de science. Là, on n'est pas dans la science. On est dans le bidouillage, ça c'est pas lui qui le dit, c'est moi. Avec cette pandémie, tu veux dire? Avec cette pandémie, on n'est pas dans la science. Oui, là, oui, avec les recommandations de la haute autorité de santé, on n'est pas dans la science. J'ai entendu l'autre jour
sur je ne sais plus quelle chaîne de télé, qu'on avait réussi avec je ne sais quel microscope électronique à nous montrer la vraie image du virus. Ouais, ce sont des modélisations mathématiques qui sont faites sur des hypothèses. Alors, donc c'était un mensonge. Ce qu'on nous a dit, Oui. c'est la première fois qu'on capte l'image du virus tel qu'il est. On capte l'enveloppe protéinique d'un virus qui contient un génome, hein, qui contient voilà, un code. Oui. On peut décoder, donc on peut en faire le séquençage, hein, on peut séquencer le génome de cet assemblage de protéines, mais ce qu'on voit, c'est le spike, c'est-à-dire l'assemblage de protéines, quoi. Après, l'ARN ou l'ADN, il est captable que de manière chiffrée, c'est mathématiquement captable, voilà, c'est-à-dire c'est pour ça que ce sont des séquences, voilà, auxquelles on a donné des lettres, voilà, qui ensuite peuvent faire l'objet d'un examen de ce qu'on appelle le séquençage, et qui permettent d'identifier dans la suite des acides aminés si c'est des nucléiques, s'il s'agit de tel ADN ou de tel autre ADN. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Mais ensuite, ça ne dit pas, même en supposant qu'on ait pu voir ça au microscope électronique, pour moi, on n'en est pas là, il me semble, ça ne permet pas de déduire d'où il vient, qui il est, et à quoi il sert. Encore moins ses intentions. Et de quelle manière il est pris en charge par l'organisme dont qui est son hôte. Là, immanquablement, là, il y a une foule de questions qui viennent à l'esprit, parce que dans un tel état, on va dire, d'ignorance ou de fausse ignorance, comment est-ce qu'on peut en venir à parler, pour parler du vaccin? Autre foule de questions à propos de ces vaccins, parce qu'il n'y en a pas un, il y en a plein. Comment est-ce qu'on peut logiquement, censément concevoir un vaccin sur un virus qu'on ne connaît pas, pour un béotien, on va dire, je vais me présenter comme ça, j'ai du mal à comprendre, parce que j'ai jamais pensé qu'un vaccin s'appliquait en plus à des personnes déjà malades. Donc il y a là aussi plein de questions. Non, le vaccin, le vaccin, c'est du préventif, hein. Donc c'est pas curatif. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas un vaccin sur quelqu'un qui présente des symptômes, ça va pas le curer. Ça va pas le guérir, voilà, ça va pas. Non, faut faire un petit peu d'histoire là pour comprendre. Le vaccin, c'est né, c'est Louis Pasteur, hein. Voilà. C'est-à-dire que l'idée même du vaccin est fondée sur un paradigme. Non, je ne vais pas rentrer dans le détail. Non, je veux dire, je sais que tu n'es pas fervent, précisément. De la médecine pasteurienne, oui, mais passons. On ne va pas développer ça maintenant, c'est pas le sujet. D'accord. Ce qui est le sujet, c'est que le vaccin est quand même fondé sur les paradigmes issus des conclusions de Pasteur. Oui. Donc, des conclusions de Pasteur sont issus des paradigmes qui ont fondé notre médecine. C'est la médecine officielle d'aujourd'hui qui est largement répandue sur toute la planète. Bon. C'est important de savoir ça. Parce que ça veut dire que si on ébranle un tant soit peu les conclusions de Pasteur et donc les paradigmes sur lesquels sont fondées la médecine d'école, du coup le vaccin n'a plus de sens. Donc, je ne suis pas en train de dire que je suis pro ou contre ou anti-vaccin. Je suis en train de dire que je trouve curieux que depuis plus d'un siècle maintenant, enfin un siècle, un bon siècle, on n'ait pas remis en question ces fondamentaux de la médecine d'école pasteurienne quand on voit un siècle après le peu de résultats qu'on obtient en médecine. Parce que je voudrais quand même rappeler que depuis, les êtres humains meurent de plus en plus de maladies. C'est-à-dire que plus le temps passe, depuis l'invention de cette belle médecine, plus il y a de plus en plus de gens qui meurent de maladies. Beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire beaucoup plus qu'avant, quand on utilisait les herboristeries, les plantes, etc., etc. On a de plus en plus. Et il y a une autre chose, c'est que dans le monde sauvage, on meurt infiniment moins de maladies que dans le monde humain.
C'est-à-dire que l'espèce sur Terre qui meurt le plus de maladies, c'est l'espèce humaine. Et c'est l'espèce qui est la plus médicalisée. Donc moi, je ne veux pas porter aucune accusation sur personne ni sur rien. J'aimerais simplement qu'au bout d'un siècle, on ose peut-être remettre en question les fondements d'une médecine qui n'a toujours pas fait ses preuves. Ouais, Voilà. on peut pas dire Donc le vaccin, je ne sais pas. on peut pas dire que tous les vaccins ont été inefficaces. Enfin, je sais pas, je pense au BCG de notre enfance. C'est pas sûr. Ça a éradiqué les C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas probant. Je sais, on dit oui, le vaccin qui a éradiqué la variole, le vaccin qui a éradiqué. C'est pas probant. Il est probable, et il est aussi possible qu'il y ait une concomitance de fait. C'est-à-dire qu'on a vacciné, mais que comme le temps de l'épidémie en question était passé, ben ça tombait pile poil avec le moment où on vaccinait. Ceci dit, on a constaté aussi que la plupart des cas de polio qui se sont déclarés après injection du vaccin. Et autrement plus grave que les polios qui s'étaient déclarés avant l'injection du vaccin. Donc on peut tout dire et son contraire à propos des vaccins. C'est pas là la question pour moi. La question c'est d'interroger le bien fondé de cette politique médicale, c'est-à-dire de cette manière d'envisager la maladie et la santé. C'est-à-dire que peut-être que le vaccin n'est pas une des pires choses, ou une mauvaise chose en soi. Elle n'est pas forcément mauvaise en soi, elle est peut-être simplement pas bonne à cause des paradigmes sur lesquels elle est fondée. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Oui, ben on a évoqué ça un peu aussi dans une précédente vidéo. Là, par rapport au vaccin aussi, lors de la conférence de presse de ce collectif de médecins, justement, il était évoqué précisément sur alors je ne sais plus lequel des vaccins contre la Covid, qu'il y avait quand même un certain nombre de morts, et puis un certain nombre de personnes qui étaient dans un état critique. Des états pathologiques graves. Assez grave, c'est-à-dire impossibilité de travailler suite à ces vaccins, qui ont quand même été fabriqués à la vitesse grand V. J'avais cru comprendre qu'il fallait à minima 8 à 10 ans pour qu'un vaccin soit considéré comme efficace et fiable, donc ça veut dire pas trop d'effets secondaires, ça veut même pas dire zéro. C'est-à-dire qu'il a traversé toutes les épreuves de fiabilité. Bon, là on fait ça, encore une fois, alors c'est plus du temps court, c'est du temps, il y a presque plus de temps, quoi. On a créé, comme par miracle, un vaccin, c'est suspect. Je veux dire, pour le moins, c'est suspect. Pour le moins, oui. Oui, c'est un vaccin qui est fabriqué en 6 mois, en plus avec une technologie tout à fait nouvelle, hein, tout à fait... D'ailleurs, c'est faux d'appeler ça un vaccin. Les injections ARN ne sont pas des vaccins, hein, c'est pas du tout le principe du vaccin, selon la formule pasteurienne du vaccin, hein, je veux dire, ça n'a rien à voir. Là, on est dans la thérapie génique, c'est complètement différent. Tu peux développer ce jeu? De la thérapie génique, ça veut dire qu'on injecte du code génétique, l'ARN, M, messager, qui est censé s'adresser directement aux cellules et ensuite être interprété par l'ADN de la cellule, par le noyau de la cellule. Donc, ce serait pas un petit peu transformé en OGM, par exemple, ça? Oui, ça s'appelle comme ça, oui, ça s'appelle un organisme. C'est-à-dire, si ça transforme le sujet humain en organisme, donc son organisme, un organisme modifié, donc un OGM, ça veut dire que la transcriptase inverse, on sait que ça existe. Ça veut dire que le passage de l'ARN à l'ADN et de l'ADN à l'ARN, c'est-à-dire qui renvoie ensuite les messagers à l'extérieur pour porter la bonne nouvelle, ça existe. La transcriptase inverse, ça existe. Donc effectivement, il y a une possibilité par l'ARN injecté d'affecter, de modifier et d'affecter définiquement l'ADN du sujet. Donc si votre ADN, si ton ADN est modifié, alors oui, tu es un organisme OGM. On va vers quelque chose d'inédit et de totalement inconnu. Ah ben, il faut se référer au chantre du transhumanisme. Voilà. Peut-être demain un être bio transformé
à l'abri de toutes les maladies, qui peut aspirer la vie éternelle, est-ce que ça sera pour tout le monde? Oui, voilà. Est-ce que ça vaut le coup C'est un d'aller vieux, vers cette... c'est un vieux fantasme humain, mais c'est ça, oui, c'est un vieux bah, fantasme. écoute, Francis, moi je propose de nous quitter là pour aujourd'hui, parce je pense qu'on a mis des pistes sur plein de sujets passionnants, et qu'on pourrait développer dans un prochain rendez-vous qu'on peut espérer régulier, peut-être mensuel, ça, Oui, on a fait beaucoup de raccourcis on sur verra beaucoup ça. de choses Oui, on a survolé. importantes. Oui. L'exercice Mm. était, enfin voilà, aujourd'hui c'était une Mm. répétition, on va dire, on a inauguré quelque chose Mm. qu'on va, on va essayer de récidiver incessamment sous peu. Ok? D'accord, on Merci, développera davantage. merci pour ces développements malgré tout.